Masechet Betsa, Daf Dalet, on va commencer par le tiers de la page. Tanya. Acherim omrim mishum Rabbi Eliezer. Betsa te achel hi ve'ima. Acherim, c'est Rabbi Meir. Acherim omrim mishum Rabbi Eliezer. Au nom de Rabbi Eliezer, Betsa, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, puisque c'est le sujet de notre Sugya. Te achel hi ve'ima. On peut manger l'œuf qui est né pendant Yom Tov, et même la mère, c'est-à-dire même la poule elle-même. Fin de citation. Bemay askinan, la Gemara s'interroge. De quoi parle-t-on? Elima betarnegolet haomedet la achila. Est-ce qu'il s'agit d'une poule qui était réservée à la consommation? Donc avant Yom Tov, elle était destinée à être mangée, la poule. Pshita dehi ve'ima sharia. C'est évident que cet œuf-là est cachère à la consommation, puisqu'il fait partie intégrante de la mère. La mère elle-même, elle était réservée à la achila pour Yom Tov, donc il n'y a pas de raison d'interdire l'œuf. Et là, betarnegoleta omedet legadel betsim, hi ve'ima asura. Et si tu vas me dire qu'on parle d'une poule qui était réservée à la production, elle n'était pas destinée à être mangée pour ce Yom Tov, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Eliezer autorise de manger et l'œuf et sa mère. Mais c'est faux, puisque avant Yom Tov, cette poule était réservée à la production. Donc à l'entrée de Yom Tov, qu'est-ce qu'elle était cette poule? Mouktsé, omedet legadel betsim. Donc si elle a pondu pendant Yom Tov, l'œuf aussi est mouktsé. Alors comment est-ce qu'il a autorisé? Et Rashi explique qu'on ne peut pas dire que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Shimon, qui ne tient pas du Issour de Mouktsé. Puisque Rabbi Shimon a déjà vu que pour lui, le Mouktsé n'existe que dans des cas très exceptionnels, comme ce qu'on appelle Dahye Beyadaim, Grot et Tsimukim. Mais sinon, en temps normal, il n'y a que Rabbi Yehuda qui interdit le Mouktsé. Mais Rabbi Shimon permet. Alors peut-être que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon, que le Issour de Mouktsé n'existe pas. Pourquoi est-ce que la Gemara était certaine que pour Rabbi Eliezer, cet œuf avec sa mère doivent être interdits à titre de Mouktsé, puisqu'elle était réservée à la production? Réponse d'Irachi, car nous avons trouvé que Rabbi Eliezer lui-même, dans le Daf Lamed Dalet de Masechet Betsa, on verra une Mishnah là-bas, où Rabbi Eliezer lui-même nous dit que Yom Tov, le Mouktsé est interdit. Donc, puisque Rabbi Eliezer lui-même a interdit le Mouktsé, comment il peut se contredire et dire que Betsa, comment il a dit? Acherim omrim mishum Rabbi Eliezer, Betsa te'achel hi ve'ima. On peut manger l'œuf et la mère, c'est-à-dire la poule. Mapitom, si elle est omedet legadel betsim, elle est Mouktsé. Et si elle est omedet la achila, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de tridouche. Donc on ne comprend pas le sens de cet enseignement. Réponse. Il y a deux réponses. La première. Amar Rabbi Zera, te'achel agav ima. En fait, ici, on va nous parler d'un chidouche extraordinaire. C'est que l'œuf dépend de la mère, de la poule. Le din de l'œuf dépendra du din de la poule. Te'achel agav ima. Echidami. Comment est-ce possible? De quoi on parle? Dans quel cas? Amar Abaye, kegon shelekaha stam. On parle ici de quelqu'un qui a acheté la poule stam, sans aucun objectif. Il n'avait pas d'intention précise. Il ne savait pas lui-même qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait faire la shrita à cette poule pendant Yom Tov, et donc la manger, en medet la achila, ou bien plutôt la réserver à la production? Les gadel betsim. Lui-même n'avait pas encore défini et déterminé ce qu'il voulait faire avec cette poule. Il a acheté stam. Alors maintenant, regardez un chidouche extraordinaire. C'est la notion de brera. Ouvrar adabar les mafreya. La notion de rétroactivité. On va dire comme ça. Nishhata ouvrera de la achila omedet. Lo nishhata ouvrera de legadel betsim omedet. C'est ça le hidouche de Rabbi Eliezer.
Rabbi Eliezer te dit, maintenant, est-ce que cette poule, elle est mouktsé ou pas? Est-ce qu'elle est Omedet la Achila? Non. Est-ce qu'elle est Omedet Gadel Betzim? Non. Alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est Stam. Ça veut dire quoi Stam? L'homme lui-même n'a pas encore décidé ce qu'il veut faire avec cette poule. Alors on dit comme ça, qu'il est possible, pendant Yom Tov, de faire la shrita à cette poule. Et s'il a décidé de lui faire la shrita, quand il va lui faire la shrita, on va dire Houvra Radavar le Mafreya qu'il a acheté pour la shrita. Il s'avère rétroactivement que depuis l'acquisition, il a acheté cette poule pour la shrita. Puisque finalement il lui a fait la shrita, alors ça détermine l'intention de l'homme depuis le début. On applique la règle de Brera, Ouvra Radavar le Mafreya. Rétroactivement, il s'avère qu'il a acheté pour faire shrita. Et donc, dans ce cas-là, l'œuf qu'elle avait pondu avant la shrita, désormais, tu peux le déplacer, tu peux le manger après la shrita. Agav ima. Betza te'achel agav ima. Si tu fais la shrita à la mer, alors il s'avère que la mer, elle était en medet la achila. Si elle était en medet la achila, elle n'est pas mouktsé. Si la mer n'est pas mouktsé, alors l'œuf non plus n'est pas mouktsé. Là, tu peux le manger. Mais si la personne n'a pas fait la shrita à la poule pendant Yom Tov, alors il s'avère rétroactivement qu'il a acheté cette poule, les Gadel Betzim, pour la production. Et si elle était réservée à la production, donc la poule, elle était mouktsé depuis l'entrée du Yom Tov. Et si la poule était mouktsé, donc l'œuf auquel elle a donné naissance, il est mouktsé, puisque Rabbi Eliezer, il tient du sujet de mouktsé. Donc voilà, maintenant on comprend le bohidouche de Rabbi Eliezer. Betza te'achel hi ve'ima. La betza sera mangée, elle et sa mère. Et on a posé la question, pourquoi tu parles de la mère? C'est quoi l'histoire de la mère? Manafshar. Est-ce que c'est une mère qui est Omedet l'Ishrita? Alors c'est Pshita, c'est Moutar. Si Omedet Gadel Betzim, ma pitom, pourquoi il a autorisé? C'est Assour, Mouktsé. Alors on te dit, on parle d'une poule spéciale, une poule qui était Stam, ni la Achila, ni les Gadel Betzim. Et puisque c'est Stam, maintenant c'est lui qui va déterminer par son action quel est le statut de cette poule. S'il lui fait la Shrita, il s'avère rétroactivement que Aïta Omedet la Achila. Si elle était Omedet la Achila, donc l'œuf aussi fait partie intégrante de la poule qui est Omedet la Achila, donc l'œuf n'est pas Mouktsé. Et donc voilà pourquoi il a dit Te'achel hi ve'ima. Si tu manges la mer, Te'achel gam habetza. Mais si tu ne fais pas la shrita à la mer, donc tu ne peux pas manger l'œuf, car il s'avère rétroactivement que la poule, elle était réservée à la production, donc elle était mouktsé depuis le début du Yom Tov. Et migodit ketzai benashmashot ketzai kuleyoma. Et donc l'œuf, tu ne peux pas le manger. Voilà pourquoi il a fait le trait d'union entre betza et ima. Parce qu'on parlait d'une poule qui a été achetée stam. Voilà une première réponse. Deuxième réponse, c'est celle de Rav Mari. Rav Mari Amar Guzma Katane. C'est une parole d'exagération. Quand il a dit on mangera l'œuf avec sa mère, c'est une façon et une manière de s'exprimer quand on a envie de convaincre quelqu'un. Quand on veut convaincre les gens, alors on va employer des termes excessifs, voire inutiles, juste pour pouvoir enfoncer le clou afin de les convaincre. Alors là aussi, Béhémet, on parle de l'œuf. On ne parle pas de la poule, on parle de l'œuf. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait vu par exemple avec Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak? Ils avaient dit pourquoi Beth Hillel interdisait de manger l'œuf. Pourquoi est-ce qu'ils interdisaient de manger l'œuf? Béhémet, on parle d'une poule qui est Omedet la Achila. Une poule qui n'était pas Omedet et Gadel Betzim. Et donc la poule n'est pas mouktsé. Alors pourquoi est-ce que malgré tout, Beth Hillel interdisait l'œuf, soit Gzera Mishum Perot Anoshrin, parce que ça ressemble à des fruits qui sont tombés de l'arbre. Et quand Hachamim ont interdit de manger les fruits qui sont tombés de l'arbre de peur qu'ils grimpent sur l'arbre pendant Yom Tov et qu'ils cueillent, alors ils ont interdit aussi l'œuf qui est tombé de la poule.
dans la même xéra. Ou d'après Rabbi Yitzhak, parce que l'œuf qui est sorti de la poule, c'est comme du jus qui a coulé des fruits. Et quand Hachamim, ils ont fait la xéra de Mashkin chez Avou, d'interdire le jus de fruits qui a coulé tout seul des fruits, de peur qu'ils viennent à les presser, ils ont interdit dans la foulée, également, ils ont interdit dans la foulée l'œuf de la poule. Donc, Behemet, d'après Beth Hillel, même si la poule était omedet la achila, malgré tout, l'œuf est interdit. Alors, maintenant, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, moi, je ne suis pas possède comme Beth Hillel. Moi, je suis possède comme Beth Shammai. Et on le sait que Rabbi Eliezer était chamouti. Vous savez, c'est quoi chamouti? L'un des pirouchim, c'est Beth Shammai. Étant donné que Beth Shammai autorise, eh bien, voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, moi, je donne raison à Beth Shammai. Et donc, je permets de manger l'œuf avec sa mère. C'est quoi l'œuf avec sa mère? C'est en fait une façon de dire, je suis convaincu que Beth Shammai a raison. Comme quoi l'œuf est permis. Et je mangerai l'œuf même avec sa mère, si tu veux, même avec son père. C'est comme ça que dit Rashi, quand quelqu'un veut être mechazek devara, veut renforcer son opinion, alors il dit, je mangerai l'œuf, comme a dit Beth Shammai que c'est permis. Beth Shammai matirin. Mais la poule, elle est permise même d'après Beth Hillel, puisqu'elle est remettre la achila. C'est que l'œuf que Beth Hillel ont permis, ont interdit. Pourquoi tu dis Te'achel hi be'ima? C'est juste guzma. Guzma, c'est une parole d'exagération. C'est quand on a envie de convaincre quelqu'un, alors on dit des choses inutiles. Te'achel hi ve'ima. Je mangerai l'œuf avec sa mère et avec son père, si tu veux. Comme ça dit Rashi. Imo ve'aviv. Alors, maintenant la Gemara va nous dire, ah bon? C'est une manière de s'exprimer chez les Tanaïm. Tu as déjà vu que les Tanaïm s'expriment de la sorte en parlant d'une manière comme ça excessive, ce qu'on appelle guzma, avec exagération. La Gemara donne une preuve. Regardez. Detania, Acherim omrim, Mishum Rabbi Eliezer, Betzate Achel hi ve'ima, ve'froach ou klipato. Acherim, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir va dire au nom de Rabbi Eliezer, Betza, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, Te'achel hi ve'ima. On mangera l'œuf même avec sa mère. Efroach, ve'froach ou klipato. Et si, pendant Yom Tov, on a eu un poussin dans l'œuf, on a le droit de manger et de faire la shrita à ce poussin et de le manger pendant Yom Tov, même avec la coquille. La Gemara dit quoi? C'est quoi cette histoire de manger la coquille? Elima klipa mamash, klipa batachilahi. Est-ce que la coquille est mangeable, mais c'est pas comestible? Comment tu me dis? Il a le droit de manger le poussin avec sa coquille. C'est quoi cette histoire? Ah, je peux expliquer. Efroach biklipato. Peut-être que la kavana est la suivante. On parle d'un œuf qui n'a pas éclos. La personne, elle a cassé la coquille et elle a trouvé dedans un poussin vivant. Et ce qu'on vient nous enseigner, c'est que on a le droit de faire la shrita à ce poussin et de le manger. Voilà ce que veut dire efroach ou klipato. C'est pas efroach ou klipato, efroach biklipato. Peut-être que c'est ça le pirouche. La Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Car c'est assourd de manger un poussin qu'on a trouvé à l'intérieur d'un œuf. C'est seulement si l'œuf a éclos, que le poussin lui-même, il a cassé la coquille, il est sorti, là c'est permis. Mais un poussin qu'on trouve dans l'œuf, il est comparé à un reptile. Il est interdit à la consommation d'après tout le monde. Comme ça dit la Gemara. Ad kana peligé. Rabbanan ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov ela echad yatsa le'avira olam, aval echad elo yatsa le'avira olam. La peligé, c'est-à-dire, on verra dans le Daf Vav une grande mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim à propos du poussin. Un poussin qui est né, et il est sorti de la coquille, mais il a encore les yeux fermés tellement il est petit. Est-ce qu'on a le droit de faire la shrita et de manger ce coquelet? Eh bien, on te dit, mahloket. Hachamim interdisent, Rabbi Eliezer ben Yaakov permet. Mais la Gemara dit, toute cette mahloket,
Est-ce que le poussin qui a les yeux fermés est considéré comme un reptile? C'est seulement un poussin qui est lui-même sorti de l'œuf. Mais si j'ai cassé une coquille, je trouve dedans un poussin, les coulées alma, selon tout le monde, même Rabbi Eliezer ben Yaakov en convient, que c'est assourd de manger. Il est comme un reptile. Alors, ne me dis pas, Efroh biklipato, que j'ai le droit de manger le poussin qui était dans sa clipa, dans sa coquille. C'est pas vrai, personne n'autorise ça. Alors comment tu comprends ce qui est dit, que tu as le droit de manger Yom Tov, le Efroh au klipato, le poussin et sa coquille. Mais qui mange la coquille? Réponse, Ela Efroh ou klipato, guzma. Achanam eteachel iveima, guzma. En fait, Béhémet, c'est ça le pshat. Le pshat, c'est pas que j'ai trouvé un poussin dans la coquille, dans l'œuf. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas cachère. C'est comme un reptile. On parle d'un poussin qui est sorti. Et c'est quoi le chidouche? C'est te dire que on a le droit de le manger Yom Tov. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, même s'il avait les yeux fermés, et selon Hachamim, dans le cas où il a les yeux ouverts, tu as le droit de le manger. Mais c'est quoi le chidouche? C'est que c'est pas mouktsé. Tu as le droit pendant Yom Tov de manger ce poussin qui était dans l'œuf. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, comment il dit? Acherim omrim. Acherim omrim au nom de Rabbi Eliezer. Pardon. Acherim au nom de Rabbi Eliezer, pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est l'histoire du sheretz, c'est pas sheretz. Est-ce qu'un poussin est considéré sheretz ou pas? Mais Rabbi Eliezer, c'est par rapport au din de Nolad. Rabbi Meir dit au nom de Rabbi Eliezer qu'il n'y a pas de problème. Tu peux manger l'œuf qui est né Yom Tov, tu peux le manger même avec sa mère. Tu peux manger le poussin qui est né Yom Tov, même avec sa coquille. Et tu me poses la question, mais c'est quoi avec sa coquille? Qui mange la coquille? C'est pour te dire, c'est tellement cachère que tu peux le manger même si tu veux. Tu peux manger même l'assiette. Tu peux manger même la coquille si tu veux. C'est une façon de parler avec excès, de manière excessive, pour enfoncer le clou, pour renforcer son opinion et convaincre l'interlocuteur. La même chose, quand il a dit au début, Hiv et Imma, tu mangeras l'œuf avec sa mère, la poule. Qu'est-ce que tu as besoin de manger la poule? Puisque on parle d'une poule qui est en la achila, c'est évident qu'elle est permise. C'est simplement pour te dire, l'œuf aussi est permis. Et tu peux le manger même avec sa mère si tu veux. Voilà. On a donc deux réponses. L'une de Rabbi Zera et l'autre de Rav Mari par rapport au pshat des paroles de Acherim au nom de Rabbi Eliezer qui a dit Betza te'achel hi ve'ima. Bon, Rabbi Rabotai, à partir de maintenant, on va aborder trois sujets qui est du même thème, c'est-à-dire la notion de Kedusha Ahat ou Shte Kedushot. Vous savez que Rosh Hashanah, voilà, Be'ezrat Hashem, demain soir c'est Rosh Hashanah, eh bien, on va avoir 2 jours. Même en Eretz Israël, on a 2 jours. Alors que Yom Tov classique, Pesach Shavuot Sukkot, en Israël c'est un seul jour. En Chutz La'aretz, on a 2 jours. On peut avoir également 2 jours consécutifs en Eretz Israël, 2 jours Kadosh, par exemple, Yom Tov qui tombe à vendredi. Donc on a 2 jours Kadosh, Yom Tov et Shabbat. Ou Yom Tov qui tombe un dimanche. On a 2 jours qui sont Kedoshim, Shabbat et Yom Tov. Alors maintenant, on va avoir 3 débats, 3 passages différents. On va traiter du sujet des 2 jours de Rosh Hashanah. On va traiter du sujet de Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, les 2 jours de Yom Tov en diaspora. Et on va traiter du sujet de Shnei Yamim Kedoshim, Shabbat et Yom Tov. Et quel est le din de l'œuf? L'œuf qui est né, par exemple, le premier jour de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a le droit de le manger le premier jour? D'après Beth Hillel, et l'halakha est comme Beth Hillel, l'œuf est interdit. Mais qu'en est-il du 2e jour? Est-ce que j'ai le droit de manger l'œuf qui a été pondu le premier jour? C'est ça le débat. Maintenant, les amis, ne dites pas oui, ne dites pas non, parce que vous êtes en train de parler avant 1 heure d'étude. Regardez maintenant. Itmar, Shabbat ve Yom Tov.
On va commencer par le premier sujet, ça va être Shabbat V'Yom Tov. Le deuxième sujet, ça va être Shneyamim Tovim de Chutz La'aretz. Troisième sujet, ça va être les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Alors, la plus grande chokhma, c'est d'attacher la ceinture. Itmar, il a été enseigné dans le Beth Midrash. Shabbat V'Yom Tov, lorsqu'on a 2 jours consécutifs qui sont des jours sacrés. Voilà que l'œuf a été pondu Shabbat, donc il est interdit ce jour même. On ne peut pas gober l'œuf, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a le droit de le gober, plutôt de le cuisiner, le lendemain, Yom Tov? Ou inversement, si Yom Tov est tombé vendredi, donc il a été pondu Yom Tov, on n'a pas le droit de l'utiliser cet œuf. Est-ce qu'on aurait le droit de le gober le Shabbat qui suit? Shabbat V'Yom Tov, Mahloket. Rav Amar, Nolda Bazé, Asura Bazé. Ve Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bazé, Muteret Bazé. Rav va dire interdit. Rabbi Yochanan va dire permis. La Gemara demande Nima, Kasava Rav, Kedusha Ahati. Faut-il dire que Rav pense que le Shabbat et le Yom Tov, c'est considéré comme un seul jour, une seule Kedusha, les 48 heures de sainteté, c'est considéré comme 24 heures. Comme le jour même, tu es d'accord que c'est Assour, ainsi, Shabbat et Yom Tov, comme c'est sainteté, c'est considéré comme une seule Kedusha, eh bien, c'est comme si tu voulais utiliser le jour même l'œuf qui a été pondu. Beth Hillel, on dit que c'est Assour. Eh bien, même 2 jours, c'est Assour. Shabbat et Yom Tov, Assour. La Gemara dit, c'est impossible de dire que Rav pense que ces 2 jours forment une seule entité, une seule sainteté. Pourquoi? Car lui-même, il a dit que non. Ve'a amar Rav, halacha ki arba'a zekenim, ve'a liba de Rabbi Eliezer, de amar shte kedushotahen. Dans Masechet Eruvin, Rav nous a enseigné que la halacha est comme les 4 zekenim qui ont dit au nom de Rabbi Eliezer que Shabbat et Yom Tov sont considérés comme 2 kedushot. 2 jours saints qui sont distingués. C'est-à-dire que si par exemple tu avais envie de faire un Eruvet Humin vers le nord pour Yom Tov et ensuite un Eruvet Humin vers le sud pour Shabbat, c'est possible. Par exemple, imaginons Yom Tov ton vendredi et Shabbat qui suit. Moi je voudrais Yom Tov marcher 4000 coudées vers le nord. Et je voudrais, pour Shabbat, marcher 4000 coudées vers le sud. Comment je peux faire? Rabbi Eliezer me dit, c'est possible. Comment? Avant Yom Tov, tu prends un eruv, un aliment de Mazon Shte Seudot, tu le déposes à 2000 coudées. À partir de ces 2000 coudées, tu as le droit de marcher encore 2000 coudées vers le nord. Très bien, pour Yom Tov. Mais avant Yom Tov aussi, tu déposes un autre eruv vers le sud, à 2000 coudées vers le sud. Alors le premier jour, et tu vas dire comme ça, tu vas dire le eruv du nord, c'est pour Yom Tov, le eruv du sud, c'est pour Shabbat. Et comment ça va marcher? C'est que, étant donné que ce sont 2 kedushot, et le pain il est là, ben hashmashot de Yom Tov, eh bien c'est Koneh Shvita pour Yom Tov. Le pain est là pour Ben Hashmashot de Shabbat, eh bien il est Koneh Shvita pour Shabbat, bien que ce sont des directions diamétralement opposées. Ça marche. Pourquoi? Parce que le premier Eruv, il prend effet pour le premier jour, qui est Yom Tov, et le deuxième Eruv, il prend effet pour le deuxième jour, qui est Shabbat. Voilà. C'est très simple. Ça veut dire que Rav considère que ce sont 2 entités totalement distinctes. Si ce sont 2 entités qui sont distinctes, alors comment il peut dire que l'œuf qui est né Yom Tov est interdit Shabbat? Ou l'inverse, Shabbat Yom Tov. Ce que je dis du Eruv, c'est Yom Tov Shabbat, Shabbat Yom Tov, pareil. Donc,
c'est impossible de donner cet argument. De dire que pourquoi Rav interdit l'œuf qui a été pondu le premier jour, il interdit même le jour d'après. Yom Tov Shabbat ou Shabbat Yom Tov. Impossible de dire que c'est parce qu'il considère que les 48 heures, c'est une seule Kedusha, c'est une seule entité. C'est faux. Ce sont deux unités. La preuve, c'est que tu peux faire deux Hérouv. Alors, il faut trouver l'argument. Pour quelle raison il a interdit? Et la hacha be'achana de rabba kamifalge. Rav it le'achana de rabba. Ve Rabbi Yochanan lit le'achana de rabba. Leur mahloket, elle est par rapport à la notion de hachana. Qui est-ce qui nous a enseigné cette notion de hachana à nous? C'était Rabba. Vous vous rappelez? Quand il avait expliqué la raison de Beth Hillel. Betza shenolda beyom tov, Beth Hillel osrim. Beth Hillel interdise. Pour quelle raison? Il avait dit parce qu'on parle d'un Shabbat qui tombe après Yom Tov. Donc, si l'œuf a été pondu le deuxième jour, l'œuf qui a été pondu par exemple, Yom Tov, qui tombe après Shabbat, excusez-moi, il gobe, il peut gober. Alors, Shabbat a précédé Yom Tov. Yom Tov qui est tombé dimanche. Un Yom Tov qui est tombé dimanche, et l'œuf a été pondu Yom Tov, le dimanche. Pourquoi Beth Hillel interdise? Rabat explique qu'il interdise parce que cet œuf-là, il a été préparé et terminé dans le ventre de la poule un jour avant, le Shabbat. Donc Shabbat a préparé l'œuf pour Yom Tov. L'œuf qui a été pondu Yom Tov, il a été préparé Shabbat. C'est Assour. Issour Achana. Et Rabbi Yochanan te dit non, ça n'existe pas ce Issour. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pour Rabbi Yochanan, on a le droit de préparer Yom Tov pour Shabbat, Shabbat pour Yom Tov. Assour. La kavana de Rabbi Yochanan, c'est qu'il dit que ça c'est Achana bidé Shamaim. Ce qui est interdit, c'est Achana bidé Adam. Il interdit de préparer Beyadaim. Mais là, c'est pas lui qui a préparé. C'est Mina Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il a formé l'œuf dans le ventre de la poule pendant le Shabbat. Et la naissance, elle a eu lieu. Il a été pondu Yom Tov. Alors, ça c'est Bidé Shamaim. Rabbi Yochanan n'interdit pas. Alors, d'ailleurs, vous vous rappelez, pour quelle raison, d'après Rabbi Yochanan, Beth Hillel interdise l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Qui est-ce qui se rappelle la raison? Bravo! Rabbi Yochanan, il pensait comme Rabbi Yitzhak, Mishum Mashkin chez Zavou. C'est une xéra de Chachamim, parce que ça ressemble au jus de fruit qui a coulé du fruit tout seul. Et quand Chachamim ont interdit le jus qui a coulé du fruit, ils ont interdit aussi l'œuf qui a coulé de la poule. En tout cas, pour Rabbi Yochanan, le Issour Achana bidé Shamaim n'existe pas. Alors là, quel rapport avec nous? C'est que l'œuf qui a été pondu le premier jour, tu ne peux pas le manger le deuxième jour. S'il a été pondu Yom Tov, tu ne peux pas le gober Shabbat. S'il a été pondu Shabbat, tu ne peux pas le manger Yom Tov. Pourquoi? Parce que quand il a été pondu le premier jour, c'est une préparation pour le deuxième jour. Eh bien, Rav, il interdit. Là, on est en train d'expliquer la raison de Rav. Pourquoi Rav interdit? Pourquoi Rabbi Yochanan permet un œuf qui a été pondu le premier jour saint? Il est interdit le deuxième jour d'après Rav, alors qu'il est permis d'après Rabbi Yochanan le deuxième jour. C'est parce que Rav, il tient de l'interdiction de Achana bidé Shamaim, et Rabbi Yochanan ne tient pas de cette interdiction. Voilà, c'est clair, net et précis. Mais ça n'a pas de rapport avec ça. Non, d'accord, mais je veux dire que... Le mashkin chez Zavou, ça ne peut interdire que l'œuf qui a été pondu pour l'interdire le jour du Yom Tov. Mais il n'y a pas de Achana. Il n'y a pas de problème de Achana d'un jour à l'autre. Une petite parenthèse. Il y a une question importante que Rashi avait posée lorsque Rabba nous avait enseigné cette notion de Achana, l'interdiction de Achana.
Rashi a posé une question. C'est vrai qu'on ne l'a pas soulevée à ce moment-là. C'est peut-être le moment de se rattraper. Question. On a dit que, d'après Rabbah, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, qui tombe un dimanche, cet œuf-là est interdit minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une hachana beshabbat. Étant donné que, physiquement, l'œuf qui a été pondu Yom Tov, le dimanche, il a été formé, sa formation a été terminée un jour avant, Shabbat. Cette achana bidé shamaim s'est faite Shabbat. Eh bien, voilà la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le manger le lendemain, Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il a été préparé Shabbat. Et nous apprenons de la manne céleste qu'on n'a pas le droit de préparer Shabbat pour Yom Tov, puisqu'il est écrit Vehaya bayom hashishi vechinu et asher yaviu. Tu prépareras le vendredi pour le Shabbat. Alors, dans ce cas-là, on devrait interdire tous les œufs que la poule va pondre le dimanche, tous les dimanches de l'année. Il faut interdire les œufs. Pourquoi? D'après Rabbah, qui a dit que tout œuf qui est pondu un jour, eh bien, c'est qu'il a été préparé le jour précédent. Alors, comment est-ce qu'on peut manger des œufs qui ont été pondus tous les dimanches? Mais pourtant, ça a été préparé la veille. Et alors, Bidé Shamaim... Oui, mais Bidé Shamaim aussi, Shabbat et Yom Tov. On a interdit... Mais c'est Bidé Shamaim? Oui, mais quelle différence? Vous êtes en train de dire, c'est Bidé Shamaim, mais on a interdit Bidé Shamaim. Alors, alors c'est ça la question de Rashi, quelle différence? Pourquoi est-ce que Shabbat et Yom Tov, tu interdis Yom Tov, ce qui a été préparé Shabbat, et quand c'est Shabbat et Hol, tu n'interdis pas le dimanche Hol, ce qui a été préparé Shabbat? Au contraire, quel va Homer? Si déjà tu interdis ce qui a été préparé Shabbat pour Yom Tov, à plus forte raison que tu devrais interdire ce qui a été préparé Shabbat pour le Hol. Pourquoi ça ne marche pas? Rashi donne un Yesod Atsum, une réponse incroyable. Il dit que la notion de préparation, elle est relative. S'il s'agit d'un événement important, alors on s'y prépare. Si on parle d'un événement banal, il n'y a pas de préparation. La notion de préparation, c'est une question d'importance que l'on accorde à l'objectif pour lequel on se prépare. Et il dit, quand tu as 2 jours sacrés, Shabbat et Yom Tov et Shabbat, là tu peux parler de préparation, parce que tu te prépares à un jour saint. Tu prépares le repas d'un jour sacré. Pour un jour sacré, on parle de préparation. Mais un dimanche classique quelconque, qui est un jour de Hol, il n'y a pas de notion de se préparer au dimanche. On n'a pas besoin de se préparer à une Serouda de Hol, car le jour de Hol est un jour banal, est un jour quelconque. Ça ne nécessite pas de préparation. Automatiquement, ce qui s'est préparé Shabbat pour le Hol n'est pas considéré Achana. Car il n'y a pas de Achana pour quelque chose qui n'est pas important. Voilà donc la raison pour laquelle l'œuf qui est pondu un dimanche, bien qu'il ait été formé le Shabbat, c'est permis parce qu'il n'y a pas de notion de Achana. Incroyable ce que dit Rashi. Je ferme la parenthèse. Évidemment que cela, c'est uniquement par rapport à la Achana Bidé Shamaim. Mais c'est évident que l'homme n'a pas le droit de préparer Beyadaim Shabbat pour le dimanche, de faire une action Shabbat pour le dimanche. Ça, c'est sûr que c'est assourd. Mais on est en train de parler de la Achana qui s'est faite Bidé Shamaim. Est-ce qu'elle a un statut de Achana ou pas? Alors maintenant, les amis, la Gemara conclut le sujet en nous disant que c'est une mahloket déjà entre les Tanaïm. Avant, Rav et Rabbi Yochanan qui sont des Amoraïm. Ke Tanae nolda beshabbat te'achel beyom tov. Beyom tov te'achel beshabbat. Rabbi Yehuda Omer mishum Rabbi Eliezer adayin im mahloket shebet Shammai omrim te'achel ou bet Hillel omrim lo te'achel. Là encore,
on retrouve exactement la même mahloket. On a Shabbat et Yom Tov qui sont consécutifs. Un œuf a été pondu le premier jour. Est-ce que le deuxième jour, on peut manger l'œuf? D'après Tanakama, oui. Nolda be Shabbat et Achel be Yom Tov. Be Yom Tov te Achel be Shabbat. Mais Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer que c'est une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. La même mahloket qu'on a vue entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de l'œuf qui a été pondu Yom Tov, on a dit c'est Assour, Mishum Achana d'après Rabbah. Eh bien, pour cette même raison, il est interdit Mishum Achana quand il a été pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour. Exactement pareil. Regardez le parallèle. Le parallèle, c'est un œuf qui a été pondu, un Yom Tov qui vient après Shabbat. N'est-ce pas? Ou Shabbat qui vient après Yom Tov. Pourquoi l'œuf pondu le deuxième jour est interdit? Parce que tu dis qu'il a été préparé le jour d'avant, dans le ventre de la mère. Maintenant, on applique le même argument, la même règle, lorsque l'œuf a été pondu le premier jour, pas le deuxième jour, le premier jour. Est-ce que j'ai le droit de manger le deuxième jour? Eh bien, Assour, si je dis que Assour Hachana, d'après Beth Hillel, Hachana, parce que la naissance de l'œuf le premier jour, c'est une préparation pour le deuxième jour. De la même façon que tu conçois qu'un œuf qui s'est préparé la veille est interdit le lendemain, parce que Shabbat a préparé pour Yom Tov ou Yom Tov a préparé pour Shabbat, eh bien pareil si l'œuf est né. Quelle différence entre un œuf qui a été terminé dans le ventre de la mère, tu dis que le lendemain il a été pondu, eh bien la veille il a été préparé, c'est interdit. Eh bien pareil, s'il a été vraiment pondu le lendemain, c'est interdit. Car comment tu l'as le lendemain? Grâce à la ponte de la veille. Non, la différence c'est que la veille, il était déjà consommable. Mais il était interdit parce qu'il y a une affaire la veille. Oui. Donc il n'était pas là. Non, Oui, mais le lendemain, Attends. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que cet œuf existe le deuxième jour? Il a fait le deuxième jour. Ouais. Par exemple, Yom Tov tombe dimanche. Et l'œuf est né Shabbat. Comment vous avez eu cet œuf? Il était déjà prêt. Oui. Toute préparation. Oui. Oui. Attends. Shabbat et Yom Tov. Comment Yom Tov j'ai pu avoir un œuf? Parce que Shabbat me l'a préparé. Comment Shabbat me l'a préparé? La ponte. La Gemara raconte une histoire. Ushpizich ne de Rav Ada bar Ahava, havule hanach betzim Yom Tov le Shabbat. Il était une fois un Rav qui s'appelait Rav Ada bar Ahava. Il était hébergé chez quelqu'un. Comment on appelle l'hôte? Celui qui héberge? Ushpizichan. Il y a le Ushpizin, c'est l'invité, et le Ushpizichan, c'est l'hôte. Ushpizichne de Rav Ada bar Ahava, havule hanach betzim Yom Tov le Shabbat. Il avait des betzim qui sont nés Yom Tov, et maintenant il voulait les gober Shabbat. Ata le kameh. Il lui a dit, il est venu le voir. Il lui a dit, il lui a dit, Rabbi, est-ce que vous me permettez de cuire ces œufs-là, de les griller? À l'époque, ils mettaient des œufs sur le charbon. Est-ce que vous me permettez de rôtir ces œufs-là, aujourd'hui Yom Tov, pour demain Shabbat? Amarle Maïda'atar. Il a dit, comment tu m'as posé une telle question? Comment ça se fait que tu poses une telle question? Toi, tiens, Talmid Hacham, je sais à quoi tu penses. Rav et Rabbi Yochanan, Halacha et Rabbi Yochanan. Car nous avons une règle, que quand il y a une mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, l'Halacha elle est comme qui? Comme Rabbi Yochanan. Donc certainement, tu te dis, l'Halacha elle est que comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Permis. Nolda basé, Mouteret basé, Yom Tov et Shabbat, ou Shabbat et Yom Tov, qu'est-ce qu'il avait dit? L'œuf a été pondu un jour, on a le droit de manger le deuxième jour. C'est Shtek Dushot, il n'y a pas de Issur Achana, il n'est pas d'accord avec Rabat, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ça que tu penses? Alors je vais t'apprendre à Hidush.
Afilu Rabbi Yochanan lo kashare la legoma le mahar, aval beyome lo. Même Rabbi Yochanan qui a autorisé, il a autorisé que pour le deuxième jour, mais le premier jour, il est d'accord que Beth Hillel interdise. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux prendre l'œuf avec tes mains et le mettre à rôtir. Mais c'est mouktsé. Pas le droit. Même Rabbi Yochanan est d'accord d'interdire le premier jour. Il a permis que le deuxième jour. Or, demain, ça va être Shabbat. Shabbat, tu ne pourras pas rôtir et cuire ses œufs. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Les cuire aujourd'hui. Mais pour les cuire aujourd'hui, il faut les déplacer. C'est mouktsé. Et la preuve, il lui dit, Vehatania. D'habitude, Vehatania, c'est une question. Mais là, Vehatania, c'est une siyata. C'est une preuve. La preuve que j'ai raison. Vehatania. Ahat betza shenolda beshabbat, ve'ahat betza shenolda biyom tov. Que ce soit un œuf qui a été pondu Shabbat ou un œuf qui a été pondu Yom Tov, en metalteli nota, on n'a pas le droit de déplacer l'œuf, lo lechasot ba et akeli, velo lismor ba kare amita, ni pour boucher un flacon et ni pour tenir un lit qui était bancal. Voilà les amis, comment il lui a répondu. Il lui a dit assour de cuire cet œuf Yom Tov pour le lendemain. Encore une histoire du même genre. Ushpizir né de Rav Papa. Une fois, Rav Papa était hébergé chez quelqu'un. Son hôte, on va voir qu'il va lui poser lui aussi une question. Ve'amrela haou gavra de atalekame de Rav Papa. Certains disent que ce n'était pas l'hôte de Rav Papa, c'était juste un homme quelconque, un homme lambda qui est venu lui poser une question. Havule hanar betsi mi Shabbat Yom Tov. Il avait des œufs qui sont nés Shabbat et maintenant il voulait les utiliser Yom Tov. Il voulait les cuisiner Yom Tov. Atale Kame, il est venu devant lui, devant Rav Papa. Amarle Maou le Michlenu le Mahar. Alors, excusez-moi, il est venu poser la question le premier jour. Ça veut dire qu'il y avait 2 jours suivis. Shabbat et Yom Tov qui tombaient dimanche. Il a eu des œufs qui sont nés Shabbat. Maintenant, il vient pendant Shabbat et il dit à Rav Papa, Rabbeinu, est-ce que demain je pourrais cuire cet œuf? Mais on a dû attendre dimanche pour lui poser la question. Non, il lui pose maintenant la question pour demain. Mais demain, il ne va pas le croiser. Alors, il lui pose la question aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce que lui dit Rav Papa? Amarle, Zila idana vetale mahar. Va maintenant et reviens demain. Pourquoi? Parce que Rav Papa avait déjà mangé la serouda de Shabbat. Et quand on mange la serouda de Shabbat, on boit du vin, on boit de la boucha, de la vodka, du whisky. Et donc, automatiquement, on n'a pas la lucidité d'esprit nécessaire pour être possède qu'une halakha. Et d'ailleurs, il lui dit, Rav, jamais ne trancher des halakhot le Yom Tov après la serouda du Yom Tov jusqu'au lendemain. Parce que Simchat Yom Tov, il faut boire du vin, boire de l'alcool. En Simcha ila bebassar v'yayin. Eh bien, on n'a pas la lucidité d'esprit requise pour être posé kalara. Donc moi aussi, je te dis, reviens demain. Amarlezi laïdana vetale mahar. Pars maintenant, reviens demain. Des rav lomuke emora il avait miyomatava le havre mishum shechut. Lorsque Rav enseignait la Torah, eh bien, il avait un émora. C'est quoi un émora? Un porte-parole qui était à ses côtés. Il lui disait la halakha à voix basse, et le porte-parole qui avait une voix forte, il répétait devant le tzibour. Mais Rav, l'homme qui émora allait, binyoma tava le havre. Quand c'était Yom Tov, et qu'il y avait 2 Yom Tov suivis, depuis la seroudat Yom Tov jusqu'au lendemain, il n'enseignait pas de halachot. Mishum shechut, parce qu'on est considéré comme étant shikor, enivré. Et on n'a pas le droit d'enseigner les halachot en état d'ivresse. Regardez s'il vous plaît la dernière ligne de Rashi en bas. Shikor asur lehorot. Dirtiv yain veshechar al tesht, urtiv lehorot et bnei Israël. Rashi nous cite l'enseignement
à partir duquel on déduit l'interdiction d'enseigner une halakha quand on est ivre, puisqu'il est écrit Yain veshechar al tesht, et c'est écrit Leorot et Bnei Israël. La hora'a, l'enseignement de halakha au Bnei Israël ne doit pas se faire dans un état d'ivresse. Alors il lui a dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ki atal mahar amarle. Quand il est venu le lendemain, il lui a reposé la question. Il lui a dit, Ichu ashta ishtelai ve'amrelach Rav Rabbi Yochanan achek Rabbi Yochanan. Heureusement que je t'ai dit de revenir demain, parce que si je t'avais donné la réponse hier, j'aurais fait une grave erreur. Pourquoi? Parce que l'idée première que j'avais hier, c'est de dire, quand il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha est comme qui? Comme Rabbi Yochanan, en général. Et donc je t'aurais dit permis. Or, maintenant je me suis rappelé que Rava nous a dit, bien qu'en général, la halakha est comme Rabbi Yochanan, mais il y a des exceptions. Voici les exceptions. C'est ces trois mahloktot qu'on va voir ici, à propos de Shabbat et Yom Tov. Rav interdit, Rabbi Yochanan permet. La halakha est comme Rav qui interdit. Quand on a 2 jours de Rosh Hashanah, Rav interdit, il y a celui qui est Holek, on va voir. La halakha est comme qui? Comme Rav qui interdit. 2 jours de Rosh Hashanah. Betza Shenolda basé, Asura basé. Et quand on a 2 jours de Yom Tov dans la diaspora, il permet. Et la halakha est comme Rav qui permet. Donc, ces 3 débats à propos de l'œuf pondu, premier jour, est-ce que j'ai le droit de manger deuxième jour? Eh bien, Rosh Hashanah, Rav interdit, deuxième jour. Shabbat et Yom Tov, il interdit le deuxième jour, mais il permet les 2 jours de Yom Tov de la diaspora. Il permet le deuxième jour. C'est-à-dire, il interdit, non pas Rosh Hashanah, Pesach Shavuot Sukkot, une betza qui a été pondue le premier jour, il permet de la consommer le deuxième jour. Et on verra après. Et c'est ça la halakha. Ouais. Alors il lui a dit, halakha ha'amarava hilcheta kavate de Rav behanetlat. La halakha elle est comme Rav à propos de ces 3 sujets. Ben la kula, ben la humra. Que ce soit la kula, que ce soit la humra. Amarava hilcheta kavate de Rav behanetlat. Ben la kula, ben la humra. Heureusement que je me suis souvenu que Rava a enseigné que exceptionnellement, la halakha est comme Rav par rapport à Rabbi Yochanan, par rapport à ces 3 thèmes, ben la kula, ben la khumra. À chaque fois que Rav a été mahmir, la halakha est comme lui. Quand il a été mekil, la halakha est comme lui par rapport à ces 3 débats. Maintenant, la Gemara nous cite encore un enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, etzim shenashru min ad-dekel be-Shabbat, asur le'asikan be-Yom Tov. Ve'al teshiveni betza. Maintenant que Rabbi Yochanan nous a autorisé de manger un œuf qui est tombé, qui a été pondu Shabbat, on a le droit de le manger Yom Tov. Rav a dit non, ce qui est né Shabbat est interdit Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation. Mais Rabbi Yochanan te dit, il n'y a pas de problème de préparation, puisque c'est fait par le ciel. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait naître cet œuf Shabbat. Je n'ai aucun problème de l'utiliser Yom Tov. Zéo. Alors maintenant, la question, comment se fait-il qu'il est interdit d'utiliser pendant Yom Tov des bois qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat? On a 2 jours qui se suivent. Shabbat et Yom Tov qui tombe dimanche. Il y a eu des branches qui sont tombées de l'arbre pendant Shabbat. Maintenant, moi, je veux utiliser ces branches de bois pour ma cheminée ou pour mon fourneau pendant Yom Tov. D'accord? À partir d'une flamme existante, j'ai le droit d'allumer. Question, pourquoi il m'interdit? Mais il n'est pas cohérent. Si tu permets de manger l'œuf, le Yom Tov qui tombe après Shabbat, alors pourquoi tu ne permets pas d'utiliser le bois qui est tombé de l'arbre, ces branches de l'arbre
qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat, pourquoi tu m'interdis de les utiliser pendant Yom Tov en tant que combustible? Ma'abaya. Regardez comment il dit. Amar Rabbi Yochanan, etzim shenashru min hadekel, des branches qui sont tombées du palmier, Shabbat, pendant Shabbat, asur le'asikan beyom tov. C'est interdit de les utiliser comme combustible Yom Tov. Ve'al teshiveni betza, et ne m'objecte pas l'œuf. C'est-à-dire, n'essaye pas de me réfuter en me disant, mais tu es incohérent, Rabbi Yochanan. Tu permets l'œuf et tu interdis les branches de bois. Mais quelle différence? Eh bien, voici la différence. Betza mishum de beyomana mehazia le gom'a, velo kasharela de mahar, midayadia de batyoma asrua. Etzim de lo hazul yomayu, isharelu le mahar atele memar beyomayu namesharu. Vetmol mishum shabbat ou de lo hazul asaka. Rabbi Yochanan dit, j'ai mis une barrière de sécurité par rapport aux branches de bois, mais je n'ai pas mis de barrière de sécurité par rapport à l'œuf. Quel est le risque de confusion? Regardez ce qu'il dit. À propos de l'œuf, on peut le gober Shabbat, on peut l'utiliser. Pendant Yom Tov, on peut le cuisiner. Alors maintenant, quand j'ai eu un œuf qui a été pondu Shabbat, et moi je demande, est-ce que je peux le cuisiner Yom Tov? Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Vas-y. Oui, tu peux. Il n'y a aucun risque. Pourquoi? Parce que Shabbat, déjà, tu pouvais le gober, techniquement parlant. Et je t'ai interdit. Je t'ai dit, non! Assour! Il a été pendu Shabbat, tu n'as pas le droit de le gober. Attends demain. Demain, tu peux le cuisiner. Les gens vont comprendre que si c'était l'inverse, Yom Tov qui tombe à vendredi, suivi du Shabbat après, eh bien, les gens sauront que cet œuf qui a été pondu Yom Tov, il est interdit Yom Tov. Tu ne peux le gober que le lendemain qui est Shabbat. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'erreur possible. Tandis que les branches de l'arbre, c'est différent. Si c'est tombé Shabbat, les gens, tu vas leur dire, c'est tombé Shabbat, c'est bon, le lendemain, Yom Tov, tu peux l'utiliser. Ils vont dire, en fait, même le jour même, c'était utilisable. Seulement, comme c'était Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, alors je ne l'ai pas utilisé. Mais quel aurait été le din si c'était l'inverse? Yom Tov qui tombe avant Shabbat, Yom Tov qui tombe vendredi, et on a des branches qui sont tombées de l'arbre. Ai-je le droit de les prendre et de les mettre dans le feu le jour du Yom Tov? Les gens vont croire que oui. Ils vont croire par erreur que oui. C'est pour ça que je leur ai dit, interdit même lorsque Yom Tov tombe après Shabbat, tu n'as pas le droit d'utiliser les etzim qui sont tombés Shabbat. De peur que si tu lui permets Yom Tov après Shabbat, il risque de se permettre aussi Yom Tov avant Shabbat. Parce qu'il va dire, en fait c'est moutard même le premier jour. Le jour de la chute des branches, on a le droit. Seulement quand Shabbat est le premier jour, c'est le jour de la chute, c'est sûr que je ne vais pas allumer le feu Shabbat. C'est pour ça qu'on m'a interdit. Mais on m'a permis le lendemain qu'il y ait Yom Tov. Mais si c'était l'inverse, que Yom Tov était le premier jour, il tombe avant Shabbat, vendredi, eh bien j'ai le droit d'utiliser les branches de bois, même Yom Tov, c'est ce que l'homme va penser. C'est pour cela que je lui dis, assour! Même le deuxième jour, Yom Tov après Shabbat, j'interdis, de peur qu'il se permette Yom Tov avant Shabbat. Mais au niveau de l'œuf, il n'y a pas de risque. L'erreur n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va croire le bonhomme? Tu lui dis, premier jour, assour. Deuxième jour, permis. Que ce soit Shabbat, Yom Tov, Shabbat, il n'y a pas de problème parce que Shabbat, on peut gober l'œuf. Et tu lui as interdit de gober. Tu lui as permis que le lendemain de le cuisiner Yom Tov. Il ne va pas se permettre pour autant, lorsque Yom Tov tombe un vendredi, il ne va pas se permettre de le cuisiner le jour même, puisqu'il va se rappeler que même Shabbat, où on pouvait le gober, on m'a interdit de le gober, alors même Yom Tov où on peut cuisiner, c'est sûr que c'est assourd de cuisiner. Il n'y a pas de risque. Voilà pourquoi il a distingué entre les bois qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat et l'œuf qui a été pondu par la poule pendant Shabbat. Non, assourd, on fait un keli. Hein? Eh bien c'est mouktsé. Ah, c'est mouktsé, c'est ça. Ouais. Il y a aussi un autre problème qui montre aussi qu'il arrache des branches. Le Rif dit ça. Alors maintenant, la Gemara continue et nous dit
Amar Rav Matna, Etzim shenashru mina dekel. Rav Matna nous dit, des branches de bois qui sont tombées du palmier, les tor atanour be Yom Tov. Alors là, on parle maintenant de Yom Tov. Et étonnamment, les branches de bois sont tombées dans le four directement. Extraordinaire. Droit au but. Alors maintenant, est-ce qu'il a le droit de les utiliser pour cuisiner? Marbe aleem etzim uchanim wasikan. Il ne pourra en profiter que s'il rajoute dessus d'autres bois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de bois pour avoir du rov, comme on va voir tout de suite. Mais comment tu permets d'attiser le feu avec des bois mouktsé dedans? Mais il est en train de bouger le mouktsé là. La Gemara répond Kevan de Ruba de Etera Ninu, qui kamehaper be'etera kamehaper. Puisqu'on lui a dit de mettre une majorité de branches de bûches de bois qui étaient prêtes avant Yom Tov, il va aller prendre dans l'entrepôt des bûches de bois qui étaient déjà toutes prêtes avant Yom Tov, qui ne sont pas mouktsé, il va rajouter dans le four, et comme ça il va annuler la minorité dans la majorité. La minorité, c'est les branches du palmier qui sont tombées dans le four. La majorité, c'est les bûches de bois qui étaient prêtes avant Yom Tov. Et c'est comme ça que quand il remue, il ne remue pas directement les bois interdits, mais de manière indirecte. Ça veut dire, à l'aider d'avoir aher, et il remue en plus le rov. On peut dire deux choses. Soit qu'il y a ici bitul berov, soit que c'est à l'aider d'avoir aher, comme il y a des rishonim qui disent que c'est tiltul minatzad. Alors la Gemara dit, Vehakamevatel, isura lechatrila. Pourtant, il interdit, et il est en train de mélanger, et il est en train d'annuler la minorité dans la majorité, l'echatechila. Nous avons une règle. La règle étant qu'on n'a pas le droit de faire exprès d'annuler la minorité dans la majorité. C'est assourd. Si ça s'est fait tout seul, qu'une minorité est tombée dans la majorité, c'est permis. Mais d'aller rajouter une quantité de cachère pour annuler le non cachère, de le faire a priori, c'est interdit. Alors comment ici on a permis de rajouter des branches de bois, des bûches d'avant Yom Tov? Réponse Han emile bede oraita aval bede rabanan mevatelin. Alors il te dit, quand est-ce que cette interdiction est en vigueur? C'est seulement lorsqu'il s'agit de Issour de oraita. Comme vous avez dit par exemple Bassar Behalav ou bien la terouma, il y a eu une quantité de terouma qui est assour minatora, qui s'est mélangée au houlin, assour de rajouter les ratrila. Mais là, on parle d'un issour de mouktsé. Mouktsé, c'est assour que midérabanan. Alors le issour dérabanan, on peut l'annuler dans le rov. Ou le ravashi, de amar kol davar shesh lo matirin afilu bedérabanan lobatin maïka lemimar. On se rappelle que Ravashi nous avait dit que bien que ça fait que des rabanan la kula, mais lorsqu'il s'agit d'un issour chez Shlomatirin, on ne dit pas ça fait que des rabanan la kula. Par exemple, lorsqu'on a un issour rabbinique, on a un safek. Qu'est-ce qu'on dit? Safek des rabanan, la kula, on peut être tolérant, on peut être indulgent. Mais lorsqu'il s'agit d'un issour qui va disparaître de toutes les façons, avec le temps, par exemple, Betsa Shenolda Biyom Tov, c'est un issour des rabanan. On avait vu que d'après Ravashi, si cet œuf-là, on a un safek, est-ce qu'il est né avant Yom Tov ou pendant Yom Tov? Assour. Pourquoi? Ça fait que des rabanan la kula. Non, parce que c'est d'avoir chez Shlom Atirin. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'annulation de la minorité dans la majorité? Un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Mais il s'est mélangé à d'autres œufs. Est-ce que j'ai le droit de manger le tout, l'ensemble? A priori, on aurait dû dire Batel Berov. Pourquoi on dit que c'est assour? Rav Ashi dit que c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu attends encore jusqu'à la tombée de la nuit, c'est plus Yom Tov, tu pourras manger. Alors pourquoi tu vas maintenant annuler le Issour? Au lieu de manger du Issour annulé, autant manger du kasher à 100%. Alors attends que Yom Tov s'écoule et tu mangeras un œuf kasher, la méadrine. Donc Rav Ashi nous a enseigné un concept incroyable, qu'on n'applique pas la règle de Safek des Rabanan la Kula ou bien Bitul Berov dans Davar chez Shlomatirin, même pas Beissour des Rabanan. Eh bien,
Ça, alors maintenant la question revient. Pourquoi est-ce qu'ici on a le droit de rajouter arbitrairement, on a le droit de rajouter soi-même a priori des bûches de bois qui ne sont pas mouktsé pour annuler les branches de bois qui sont mouktsé, mais c'est mevatel issour lechatehila. Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que c'est juste mouktsé des rabanan. Alors des rabanan, on a le droit d'être mevatel lechatehila. Mais Ribono Shel Olam Ravashi nous a dit qu'il n'y a pas de différence entre des rabanan et des oraïta lorsque le issour des rabanan ou d'avar sheshlo matirin. La réponse, quand est-ce qu'en effet on dit que on ne peut pas annuler les chatehila, même pas issour des rabanan d'après Ravashi, parce que c'est d'avar sheshlo matirin, c'est seulement un issour qui est ba'ain. Mais là, c'est un issour qui a brûlé. Ici c'est un issour qui brûle. Le mouktsé, c'est les branches de palmier. Mais ces branches de palmier-là, ils sont en train de brûler. Alors quelque chose qui est en train de brûler n'a pas la même importance qu'un issour qui est existant. Le combustible est consumé. Et comme le combustible est consumé, donc le hetz qui est là juste périodiquement, ça on peut l'annuler dans la majorité. Car il est en train de brûler. En clair, le issou reste constant pour les œufs. Bravo. Les œufs, ils sont toujours... L'œuf, il est là. L'œuf, il est là, tandis que le bois, il est en train de brûler. On va terminer avec le deuxième débat. Itmar, Shneamim Tovim Shel Galuyot. Quel est le din maintenant de 2 jours consécutifs de Yom Tov en Chutz La'aretz? En Israël, on n'a qu'un seul jour de Yom Tov à Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais en diaspora, on a 2 jours de Yom Tov à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Quel est le din si un œuf est né le premier jour? Est-ce qu'on peut le manger le deuxième jour? Mahloket. Rav Amar Nolda Bazé Muter et Bazé. Rav permet. Des Ravasi Amar Nolda Bazé Asura Bazé. Et Ravasi, il interdit. La Gemara demande Lima Kasava Ravasi Kdusha Hati. Quoi, Ravasi, il pense que les 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz sont considérés comme une seule entité. Et comme on interdit le premier jour, on interdit les 2 jours parce que c'est comme un seul jour, c'est impossible. Ravasi Mavdil Miyomataval et Havre. Pourtant, Ravasi faisait Havdallah entre le premier jour et le deuxième jour. Pourquoi? Parce que si le premier jour est des Oraïta et le deuxième jour est des Rabbanan, alors par rapport au premier jour, il faut faire Havdallah. Regardez, Rashi, 3e ligne. Vea Ravasi Mavdil. Ravasi, il faisait Havdallah entre le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour de Yom Tov dans la diaspora, puisqu'il habitait en Babylonie. Umevarech Mavdil ben Kodesh Lechol. Des Kassavar Kaim lan Bikvi'a Diarha. Aujourd'hui, on connaît bien la date, la vraie date, on la connaît. Yom Tov Sheni Hol Gamuru. Et le Yom Tov Sheni, c'est vraiment un jour de Hol d'après la Torah. Umishum Minhag Avotenu. Et pourquoi est-ce qu'on observe un deuxième jour de Yom Tov dans la diaspora? C'est juste à titre de Minhag de nos ancêtres. Shelo Yadrou Bikvi'a Hodesh Kamonu. Ve'asau Misafek Me'aleen. C'est-à-dire, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de moyens de communication, alors on ne pouvait pas savoir quand on était en Babylonie, quand est-ce que le Beddin, dans le Bet Amikdash, a défini le Rosh Chodesh. Alors si tu sais pas c'est quand Rosh Chodesh, tu sais pas c'est quand la fête. Tiens, ça fait qu'entre le 30e jour ou le 31e jour, c'est quand le Rosh Chodesh. Est-ce que c'est le 30e jour précédent ou c'est-à-dire le mois précédent, il était de 30 jours ou de 29 jours ou de 30 jours. S'il était de 29 jours, donc Rosh Chodesh, c'est le 30e jour. Si le mois précédent était de 30 jours, un mois plein, alors Rosh Chodesh, c'est le 31e jour, par rapport au mois précédent. Alors, eux, ils faisaient 2 jours Misafek. Mais nous, pourquoi est-ce que on observe 2 jours dans la diaspora? C'est qu'à titre de Minhag, comme on va le voir. Alors, c'est pour cela qu'il disait, moi je fais Havdalah. Motsae Yom Tov Rishon. Car Minatora, c'est la fin du Yom Tov. Alors, c'est impossible de dire que Ravasi a interdit l'œuf, le deuxième Yom Tov, le deuxième jour,
parce qu'ils considèrent que c'est une seule entité. La preuve qu'ils ne considèrent pas que c'est une seule entité, c'est qu'ils faisaient Havdalah entre les deux. Donc c'est Shtek Dushat. Pourquoi alors il a interdit l'œuf qui a été pondu le premier jour, il a interdit de le consommer le deuxième jour? Il devrait permettre, puisque ce sont deux Kdushot différentes. Question. Réponse. Ravasi, Sapouke Mesap Kale. Veravid Achal Ahumra, Veachal Ahumra. Ravasi, il avait un doute. Lorsque les Hachamim ont institué le minhag d'observer 2 jours, c'est-à-dire que aujourd'hui on sait exactement, on a un calendrier, on sait que c'est quand le Yom Tov Minatora, c'est quand Minarabanan. Mais maintenant les Chachamim, ils ont institué malgré tout à titre de minhag, comme on va voir la raison après pourquoi ils ont fait ça. Mais maintenant ils ont institué, est-ce qu'ils l'ont institué en tant qu'extension du premier jour, ou bien comme entité à part? Est-ce que le deuxième jour ils l'ont mis comme une continuité du premier, et donc c'est Kedusha Ahat, ou bien est-ce qu'ils l'ont fait comme une entité à part? S'ils l'ont fait comme une seule entité, alors l'œuf qui a été pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour, car c'est la même Kedusha. C'est pour cela qu'il est interdit. Mais si ce sont 2 entités, alors il faut faire Havdalah. Alors il faisait Havdalah, mais ça fait Havdalah, il faisait Havdalah parce qu'il était Mahmir, que peut-être c'est 2 Kedushot, mais aussi il était Mahmir pour l'œuf, parce que peut-être c'est Kedusha Ahat. Amar Rabbi Zera, Kabate de Assi Mistabra. Rabbi Zera, il dit, je donne raison à Ravasi, qui a interdit l'œuf le deuxième jour de Yom Tov en diaspora. Pourquoi? Nous, personnellement, on sait c'est quand le Rosh Chodesh. On a un calendrier fixe. Et pourtant, pourtant on observe 2 jours. Ça veut dire que les Hachamim, ce sont eux qui ont fixé, puisque les Hachamim ont fixé 2 jours, donc c'est un Chokavua. Comme ça dit Rashi. Alma Chokavua, mitakanat Hachamim al Israël, harichokim la asotan. La filublo safek, in karke hadyoma richashavinu. Tu ne peux pas me dire que c'est à titre de safek. Il n'y a qu'un seul jour, seulement tu ne sais pas lequel. Alors tu dis que c'est 2 Kedushot. Non! En réalité, il n'y a pas de safek. On sait c'est quand le vrai. Et on sait lequel qui est Midera Banan. Et malgré tout, Hachamim ont fixé, eh bien, c'est considéré comme une seule Kedusha. Voilà pourquoi il interdit. Amar Abaye, Kavate de Rav Mistabra. Abaye dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as donné raison à Ravasi qui interdit. Moi, je donne raison à Rav qui permet de manger l'œuf le lendemain, le deuxième jour de Yom Tov, en diaspora. Quelle est la preuve? Dites Naan, il y a une Mishnah dans ma Masechet Rosh Hashanah qui nous enseigne Barishona Hayomasi in Masuot. Au début, comment le Beddin, dans le Bet Amikdash, qui avait fixé le Rosh Chodesh, allait informer tout le monde, eh bien, il faisait des Masuot, des bûchers. Il y avait des gens qui montaient au sommet de la montagne, ils allumaient un grand bûcher, faisaient de la fumée, et à la montagne d'à côté, ils faisaient la même chose, et la montagne d'à côté, en face, elle faisait la même chose. Et c'est comme ça que, petit à petit, même dans la diaspora, on était informés. C'était un peu le Far West avec les Indiens. Jaïou, comme ça on appelle, Shaita Kola Agola Kula Kimdurata Esh. Comme si toute la diaspora avait flambé. C'était le moyen de communication à l'époque. Mais, Mishekilkelu Akutim, Itkinu Sheyushlohim Yotzim. La Mishnah conclut en disant que depuis que les Koutim c'était des goïms qui s'étaient convertis au judaïsme par peur. Ceux-là, ils ont fait beaucoup de mal au peuple juif. Entre autres, ils ont voulu faire un balagan. Quand le Beddin, par exemple, avait fixé Rosh Chodesh le deuxième jour, eux, ils annonçaient le premier jour. La veille. Parce que quand est-ce qu'on allumait le bûcher pour informer? C'était que lorsque le mois précédent était un jour creux, était un mois creux.
de 29 jours. Et Rosh Chodesh était le 30e jour, là on informait. Mais lorsque le 30e jour, il n'y avait pas de témoins qui sont venus nous raconter qu'ils ont vu la néoménie, qu'ils ont vu la lune réapparaître, le Molad Alevana, alors on n'allait pas sanctifier le 30e jour comme Rosh Chodesh. On allait sanctifier le 2e jour, le 31e jour du mois précédent. À ce moment-là, on n'avait pas besoin de faire des bûchers. Ça veut dire que les gens de la diaspora, ils savaient. Si on voit qu'il y a des bûchers, c'est le 30e jour. S'il n'y a pas de bûchers, c'est que c'est le 31e jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Koutim, les Rechaim? Ils ont allumé des bûchers le 30e jour. Kilkelu à Koutim. Ils ont donc perturbé et escamoté tout ce système. Voilà comment, une fois qu'ils ont saboté, Hachamim ont dit, ça y est, on n'a plus le choix. Ils ont dit, il faut envoyer des shluchim. Et les shluchim, les émissaires, ils allaient à cheval. Quelle était la limite? Eh bien, 15 jours. Puisque la fête de Sukkot, la fête de Pessah, c'est le 15e jour du mois. On a 15 jours de voyage. Où est-ce qu'ils arrivaient? Ils n'arrivaient pas très très loin. Ils ne pouvaient pas arriver au bout du monde. Donc forcément... Ils faisaient quoi, 80 km/h par jour à peu près? Oui, mais ce qui fait que... Ils ne pouvaient pas... En Eretz Israël, ils étaient au courant, mais en Chutz La'aretz, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient à 1200 km, à peu près. D'accord? Mais ça reste en Eretz Israël. Ce qui fait que... Ou bien la Syrie, ou l'Égypte. Mais pas les pays lointains. Donc là-bas, ils faisaient 2 jours. Par exemple, la Babylonie. Comment? Par exemple, la Babylonie. Exactement. Dans la Babylonie, il y avait 2 jours. Alors la Gemara maintenant fait la déduction suivante. Elle dit Ve'ilu batlu kutim avdinan hadyoma, ve'chadematu shluchin avdinan hadyoma. Si par exemple, il n'y avait plus de kutim, eh bien on serait revenu à 1 jour. Même dans la diaspora, on n'aurait fait qu'un seul jour. Ou bien là où les shluchim arrivaient, on faisait qu'un seul jour. Alors maintenant, quand on a un calendrier qui est fixe, alors pourquoi est-ce que on fait 2 jours? On aurait dû faire qu'un seul jour. Mishum de shalhumitam, parce qu'ils ont envoyé de là-bas. C'est quoi shalhumitam? D'Eretz Israël, on a envoyé un courrier aux Babyloniens, aux Juifs de Babylonie. Izaharu beminhag avotechem yetrem. Faites très attention de préserver votre minhag. Faites comme vos parents. Ils ont fait 2 jours, misafek. Vous faites 2 jours, même s'il n'y a pas de safek. Zimnin de gazou a malchut gezera ve'ate les calculer. Car peut-être que la malchut, le royaume babylonien ou autre, dans les galouyotes, les différents exils que Israël a pu connaître, eh bien on aurait pu lui interdire d'étudier la Torah ou de savoir fixer le calendrier. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils se trompent au niveau de la fixation des dates, oh, il va avoyer. Ils vont manger du Hametz à Pessah. Ils vont manger à Kippour, et ainsi de suite. Ils risquent de manger du Hametz à Pessah. C'est la raison pour laquelle on leur a dit d'observer 2 jours de Yom Tov. Comme ça, Am Israël est tranquille.